Salam alaikum Azul Filaoun. Bonsoir. Le pouvoir, par l'intermédiaire de son porte-voix, prend la liberté d'interpeller la télévision française France 24 et la menace de retrait d'accréditation. Il y a quelques mois, quand cela arrangeait le même pouvoir d'apparaître comme étant un pouvoir démocratique où toutes les libertés étaient respectées, France 24 était d'une utilité certaine pour lisser l'image du régime algérien. Il est clair qu'à l'époque, le bon de commande qui avait été adressé par les services de la communication de la présidence à ce média a eu un seul mérite, c'est d'avoir montré un président emprunté sans charisme ni vision et visiblement pas taillé pour le job de président. Le régime n'a pas changé d'un iota, il vit dans un autre siècle. Il croit que l'information, c'est l'apanage de la chaîne étatique ou privée qui peut contrôler. Dans son journal, El Moudjahid, son porte-parole et de ses services ou de ses laboratoires des services du DRS. Le monde a changé et l'information circule maintenant et librement par la toile. Chaque média, France 24 ou autre, a sa façon d'aborder et d'analyser l'information à travers sa ligne éditoriale. Et on n'a pas le droit de lui dicter sa ligne. On a le droit de répondre si on n'est pas d'accord ou les tribunaux si on estime qu'on est diffamé. Aujourd'hui, tout ce qui contredit la ligne du pouvoir est qualifié de contre-révolution, d'atteinte à l'unité nationale, d'atteinte au moral de l'armée, incrimination qui n'existe nulle part que dans les régimes dictatoriaux. Comment se fait-il que le régime ne se soucie que de son image extérieure au détriment de son image à l'intérieur, alors que le pays risque de rompre à tout moment? Les multiples crises que vit le pays dans la gestion de la vaccination, l'augmentation des prix des produits alimentaires, la crise politique majeure que vit le système qui est en panne de projets pour le pays, en panne de solutions et surtout en panne d'hommes qui ne veulent plus se compromettre avec un régime corrompu et corrupteur. La boucle est bouclée. Et ce n'est pas l'organisation des législatives qui réglera le problème de la légitimité de ce système dont les jours sont comptés. La revue Al-Jaish nous demande de placer l'intérêt suprême de la nation au-dessus de toute autre considération. Le peuple est en droit aussi de demander la même chose à l'institution militaire sous la même forme en leur disant « Mettez l'intérêt du peuple, celui de la nation, au-dessus de toute autre considération. » Il est temps d'écrire une nouvelle page pour notre pays. Entendez-nous, nous voulons vivre libres dans un état de droit et de démocratie. Algérie, le pouvoir, traverse de contradictions, c'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission professeur Smaïl Lalmas, économiste et analyste politique depuis Alger via Skype.
Professeur Smaïl Almas, marhaba bik, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci mon ami, barakallahu fik, Azul Filaouen. Bonsoir tout le monde. Allah يبارك فيك Azul Filak. On aura aussi le plaisir d'avoir Dr Abdelhak Sarrab, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu dans nos émissions, médecin et militant politique depuis Paris, via Skype aussi. Dr Abdelhak Sarrab, marhaba bik, merci d'avoir accepté l'invitation. مرحبا عزول فلاك عزول فلاون ثروانتي وسنتي مغارثيني رقاز تامورث. تحية لكم جميعا، تحية للأستاذ اسماعيل ولك الأستاذ ناصر. Allah يبارك فيك Dr Abdelhak. Un plaisir de vous avoir tous les deux. Aussi, on aura le plaisir d'avoir le journaliste Khaled Drani qui sera avec nous dans une petite demi-heure aussi. Et on aura aussi le plaisir d'avoir Houssine Djidel, anthropologue et analyste politique, qui sera avec nous depuis Paris. Je ne sais pas s'il est avec nous, Houssine Djidel. Non, il n'est pas encore avec nous. Donc, je vais commencer cette émission avec vous, Sismaïl. Merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Alors, on a vu ces jours-ci, bien sûr, on reviendra sur le retour du Hirak et la force de sa présence, bien sûr, et aussi sur son pacifisme, Smaïl Almas. Mais on a vu aussi des dépassements des forces de l'ordre, des arrestations, des violences commis contre les hirakistes, des enfants même, mais aussi sur les journalistes. Et cette affaire de journalistes a suscité beaucoup de questions, Smaïl, surtout qu'on a convoqué le bureau de France 24 qui a été convoqué et qui a été remis à l'ordre, si on peut dire. Qu'est-ce que vous en pensez de tout cela et aussi de la force de Hirak qu'on a vue ces dernières semaines? Eh bien, merci Sénateur de m'avoir invité. Avant tout, je tiens à m'excuser auprès de vous, auprès de Magharibia et mon ami Faudel et Hassan suite aux incidents techniques hier, donc je ne pouvais pas participer à votre émission. J'en suis vraiment désolé. Donc, je voulais préciser que la RAL, c'était plus fort que moi. C'est vrai que vous étiez prévu hier dans l'émission, mais malheureusement, il y a eu des soucis techniques et on est très content de vous avoir aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, concernant, si on revient à votre question, il faut comprendre que les médias ont toujours été considérés comme un pilier. Le média en général, un pilier du régime algérien. De tout temps, les médias publics et privés sont d'abord caractérisés par leurs liens, organiques entre les patrons de presse et les cercles du pouvoir. Ils sont souvent au cœur de la machine de propagande dans le système lors des différents épisodes de notre histoire. Donc on l'a constaté, on l'a souvent constaté. Donc c'est une machine très importante pour le pouvoir. Donc il n'est pas surprenant que la couverture du Hirak, par exemple, ait été orientée principalement marquée par la désinformation, la manipulation, le dénigrement des manifestants. Vous avez constaté comment que le sujet de Hirak est traité au niveau de nos médias, que ce soit public et privé. Donc, vous devez comprendre que les médias, le média en général, est un pilier, ou est un élément très très important, ou est un outil très important entre les mains du pouvoir. Donc il ne faut pas s'étonner de la réaction du pouvoir vis-à-vis du monde de la presse. Je vous rappelle aussi que le pouvoir utilise à travers la NEP une manne importante financière. Je vous rappelle le fameux scandale à la distribution de la publicité ou la rente publicitaire, les différents médias, les différents patrons de médias. On parle de 15 000 milliards de centimes les 20 dernières années. Donc vous avez compris, et tout le monde a compris, que le pouvoir utilise de la manne publicitaire pour essayer de domestiquer la presse écrite ou parlée, ou les médias lourds. Donc ça, c'est sur un volet. Parce que l'autre volet, bien sûr, on a vu comment que le pouvoir a réagi vis-à-vis de France 24, du représentant de France 24 qui a été convoqué, et pour essayer
éclaircir un peu la position de la France 24 concernant la couverture médiatique d'Al-Hirak. Pourtant, on a constaté qu'il y avait beaucoup d'objectivité dans le traitement du dossier Hirak à travers les médias étrangers, notamment France 24, mais il n'y a pas que France 24 sur le terrain, il y a beaucoup de médias étrangers qui couvrent régulièrement les marches Tana. Et on a constaté, bien sûr, la violence qui a caractérisé la reprise du Hirak après le déconfinement des manifestations à dos. Donc, on a vu qu'il y avait beaucoup d'agressivité, il y avait beaucoup de force utilisées contre les différentes manifestations, notamment à l'intérieur du pays, même à Alger. On a vu aussi ce qu'a subi un certain nombre de journalistes. Je crois que l'évolution de l'escalade est attendue et on doit s'attendre à beaucoup plus que cela les jours et les semaines à venir. Je pense que les manifestations adoptées le vendredi et notamment les jeunes Tana qui ont subi l'agressivité des services Tana, je crois que les marches dérangent énormément, contrairement à ce qui se dit, dérangent énormément le pouvoir en place. Et bien sûr, faute de réponse politique, faute de propositions sérieuses, faute de communication qui répondrait aux besoins de la chose, de la problématique ou de la crise, eh bien, le pouvoir utilise la manière forte pour essayer de réprimer et casser la dynamique sociétale ou la dynamique populaire. Très bien. On va essayer d'écouter comment ça a été donc reporté dans la télévision étatique, le NTV, que beaucoup disent que c'est le porte-parole du pouvoir. On va essayer d'entendre cette vidéo. Donc, comment on a qualifié, bien sûr, le reportage de France 24, et dont vous avez dit que les chaînes étrangères maintenant parlent du Hirak comme un mouvement démocratique, surtout que ça a été mentionné par le Bureau des droits de l'homme de l'ONU dernièrement, quand celui-ci a rappelé l'Algérie à l'ordre concernant les dépassements donc des droits de l'homme. On écoute comment ça a été reporté par la télévision algérienne. كشفت وزارة الاتصال في بيان لها اليوم عن توجيه انذار أخير لقناة التلفزيون الفرنسية فرانس 24 قبل السحب النهائي للاعتماد بسبب تحيز صارخ في تغطيتها لمسيرات الجمعة من خلال الذهاب دون رادع لاستعمال صور من الأرشيف لمساعدة البقايا المناهضة للوطنية المشكلة من منظمات رجعية أو انفصالية ذات امتدادات دولية. أوضح المصدر أن وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بالحيمر قد استدعى مكتب فرانس 24 المعتمد بالجزائر لتحذيره مما يبدو أنه نشاط تخريبي يتجلى في ممارسات غير مهنية معادية Et là, je vais donner la parole à Dr Abdelhak Sarrab. Dr Abdelhak Sarrab, merci encore une fois d'être avec nous. Sur cette question donc de la convocation de France 24 et aussi de la violence qu'on a vue ce vendredi passé contre certains journalistes, et bien sûr on dénonce toute violence contre les journalistes. Comment vous avez vécu ça et comment qualifier aussi ce qui s'est passé? On parle à la télévision algérienne de baqaya dhat imtidadat dawliya et là, on essaie de fausser complètement la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Docteur Abdelhak Sarrab. Oui, Monsieur Joudi, face à une crise politique, le régime qui n'a pas de réponse a opté pour une option sécuritaire et complotiste. Il fait du camouflage, التمويه وهو بالتالي يبين أن طبيعته العسكرية النظام. Il fait tout pour prouver que ce n'est pas un régime militaire. Il fait tout pour prouver qu'il n'a rien à voir avec les soutiens de l'ex-puissance coloniale, mais il se trahit. Sa nature le trahit. Il fait du camouflage en montrant du doigt France 24 juste parce qu'elle s'appelle France 24. Or, s'il y a un pays qui soutient le régime, et Macron l'a exprimé à plusieurs reprises, s'il y a un régime ou un pays ou un étranger qui soutient le régime, c'est bien la France. Macron n'a pas cessé de soutenir son ami courageux
M. Tebboune, et M. Tebboune lui a rendu la monnaie en disant que les relations sont au point avec son ami Macron. Donc le régime ne résiste depuis 2 ans que grâce au soutien de la France. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait du camouflage en nous montrant une chaîne étrangère, de préférence française, pour attirer l'attention des Algériens vers un complot qui serait orchestré par l'ex-puissance coloniale, ce qui est complètement faux. Nous sommes devant une crise politique réelle. Le peuple a subi ce régime qui a accédé au pouvoir suite à une violence en 62. Il s'est maintenu par la violence. Il a imposé au peuple algérien un statut pré-politique. Le régime empêche les Algériens d'avoir une société civile. Le régime empêche les Algériens de bâtir un État. Nous sommes dans le pré-politique. Il va falloir que le régime prenne conscience et qu'il laisse les Algériens, une fois pour toutes, bâtir une société civile, bâtir un État avec des institutions. Les institutions, c'est pas une armée et une société qui s'appelle Sonatrach. Les institutions, c'est le Parlement, c'est une justice indépendante, c'est une presse indépendante, c'est un peuple, une société civile, des partis politiques réels et non pas imposés par les services dans un contexte sécuritaire. Les institutions ont pour objectif, dans un État, de défendre les intérêts de la nation dans le cadre de la loi et dans le cadre de l'intérêt national. Or, si on applique la définition de l'État à ce qui se passe en Algérie, nous constatons qu'on a des institutions, mais quel type d'institutions on a? On a un Parlement qui est créé de toutes pièces et qu'on refait tous les 3-4 ans. On a des journalistes qu'on persécute quand ils ne se soumettent pas au droit et à l'ordre. On a des partis politiques dont un grand nombre a été créé de toutes pièces. On a une vie politique basée sur le mensonge. Et il va falloir que ce malentendu historique qui dure depuis 62 cesse. Il va falloir que l'armée au pouvoir depuis 62 comprenne qu'il n'y a pas d'État sans peuple et sans élite. C'est impossible. لا توجد جمهورية بدون جمهور ولا توجد جمهورية بدون نخب سياسية ومثقفة. هذه أزمة كبيرة، أزمة مفهوم. Et par conséquent, nous devons, les gens au pouvoir doivent comprendre qu'on est dans une situation politique. Il n'y a aucun complot. Le peuple algérien a décidé de se prendre en charge. Il a décidé d'être une véritable société civile. Il a décidé de se doter d'un État. Il va falloir qu'on aille vers un État. Et ce conflit entre militaires et politiques, il va falloir qu'il cesse. Il dure depuis 1956. Le congrès de la Souma, il a essayé de donner une réponse. La primauté du politique par rapport aux militaires, la primauté de l'intérieur par rapport à l'extérieur. Des nationalistes, je ne doute pas de leur sincérité, ont mal compris un tel message, manipulé par les services égyptiens et français, ont décidé de liquider physiquement M. Abben Ramdan en 57 et la liquidation de Abben Ramdan est l'événement fondateur de la crise algérienne qui demeure politique et uniquement politique. Très bien. Si on revient, restez avec nous, docteur Abdelhak Sarraf. Je reviens à vous, Sismaïl. Pourquoi le régime se soucie tant de son image à l'extérieur? Pourquoi? Ça, c'est une question. Mais aussi sur cette question de complotisme, si on revient un peu sur l'édito d'El Jaish, et là, ça sera ma deuxième question. L'édito El Jaish, il parle, il dit qu'il nous appartient donc à tous d'œuvrer avec dévouement et loyauté au service de la patrie par fidélité au serment fait aux Chouhada afin que l'Algérie demeure en permanence sûre, stable, forte et grande, a-t-il affirmé. Mais aussi, il rajoute quand les intentions sont sincères et que les volontés sont réelles, aucune contrainte ne pourra faire obstacle à la marche de la nouvelle Algérie. Soulignons l'importance de tirer les leçons de notre histoire et nous inspirer de l'exemple des aînés, ainsi que des sacrifices de nos valeureux chouhada pour permettre à notre pays d'aller sur sa véritable voie et ne pas se préoccuper des suppôts de la tricherie, des hyènes, de la fitna et des professionnels du mensonge, de la désinformation, ainsi que tous ceux qui rêvent et croient en une Algérie disloquée et faible. Votre réponse, Sismaïl? Maintenant, si on parle de la deuxième question, rappelez-moi la première. Hein. La deuxième question, si on se réfère à la lecture que vous faites sur la revue, le dernier numéro de la revue Tal Jaish,
Je vais retenir les questions qu'il n'y ait aucun blocage, aucun frein à la marche de la nouvelle Algérie. Non, bien sûr, le problème, et il est là, c'est la communication entre nous et c'est la définition des termes. Maintenant, de quelle Algérie il parle, de quelle nouvelle Algérie il parle. Là, nous avons, tout le monde a compris qu'il est nécessaire d'aller vers la création, vers la construction d'une nouvelle Algérie. On est tous conscients, l'ancienne Algérie, l'Algérie, la Sabet et l'Algérie d'avant, n'avait rien de bon, n'avait rien de positif, n'avait rien d'intéressant. Il n'y avait pas ne présentait aucun point positif qui pouvait nous permettre de s'attacher à cette Algérie passée. C'est pour ça que les Algériens sont sortis pour essayer de corriger tout cela et essayer d'aller vers une nouvelle Algérie réelle, la construction d'une nouvelle Algérie, d'un État de droit avec des institutions légitimes. Le citoyen algérien veut vivre la véritable citoyenneté qui consiste quand même à avoir une dimension importante qui est une dimension importante de la vie démocratique. La citoyenneté représente une dimension importante de la vie démocratique. C'est ça qui permet l'inclusion de l'individu dans la vie politique du pays. Et c'est ce qui a manqué de tout temps et c'est ce qui manque actuellement. Donc on veut s'élever, on veut avoir avec la promotion et passer de l'individu vers le citoyen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut passer du stade de simple sujet appelé de temps en temps à devenir un simple électeur contribuable et passer vers un rang de citoyen pour participer justement activement à la construction du pays. Et là, ce qu'on remarque, ce qu'on constate, qu'il n'y a rien de nouveau dans cette Algérie nouvelle, ce qui fait qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on définisse un peu, qu'on se mette d'accord un peu sur les termes, et pour essayer si on ne comprend pas, si on ne se met pas d'accord sur le lexique utilisé par les uns et les autres, on ne peut pas avancer ensemble. Ce qui fait que là, aujourd'hui, tout ce qui se dit, tout ce qui a été dit, pour moi, n'a aucun sens si ce pouvoir ne se met pas... Et les qualificatifs, c'est Ismaïl qu'il a utilisé, donc celui qui a écrit l'édito, il parle, il ne faut pas se préoccuper des suppôts de la tricherie, des hyènes, de la fitna et des professionnels du mensonge, de la désinformation. Est-ce que là, il qualifie les Algériens qui sortent chaque semaine aux millions des hyènes, de la fitna, là on se pose la question jusqu'où peut aller ce régime en essayant bien sûr de qualifier les Algériens qui essayent par des voies pacifiques qu'il y ait un vrai changement, qui essaient bien sûr aussi par leur combat pacifique depuis 2019 qu'il y ait une rupture avec la façon dont on gère l'Algérie. On les qualifie des hyènes, de la fitna et des professionnels du mensonge. Là, on se pose la question vraiment jusqu'où peut aller ce régime. Écoutez, je vais peut-être vous étonner, mais là, je me suis interdit de lire la déclaration le dernier numéro je me suis interdit de lire ce qui a été écrit. Parce que là déjà que avec les termes de Cheldima, Al-Mugharrar Bihim, etc., l'ancien chef d'état-major, à l'époque me faisait très mal d'entendre ça et de lire cela. Aujourd'hui, je me suis dit qu'avec la nouvelle direction, le langage va changer et le style va changer. Et la nouvelle direction va tout faire pour essayer de se rapprocher du peuple. Et je constate que finalement, c'est la continuité de l'ancien style. C'est pour ça que, alors là, parler de la nouvelle Algérie, alors qu'on entend les mêmes principes, les mêmes propos, le même style, les mêmes paroles, la même approche, etc. Je pense que le texte démontre bien que rien n'a changé encore dans cette Algérie. Donc, il n'y a rien de nouveau dans cette Algérie nouvelle. C'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas trop philosopher dans les sujets d'eau. La bêtise est tellement importante et grande qu'il n'arrive même pas à trouver un autre style, de trouver d'autres options pour essayer de faire croire aux citoyens qu'il y a un réel changement. Donc, je pense qu'on n'a même pas besoin d'argumenter. Tout est clair, tout est net. C'est la continuité. Il n'y a rien de changé dans le système. Maintenant, pour la première question... Oui, pourquoi le système se soucie tant de son image
à l'extérieur. Oui, écoutez, je me rappelle quand Bouteflika était malade, celui qui lui donnait le certificat de vie, c'était à l'époque François Hollande, hein, donc c'était les présidents étrangers. Il y avait lui qui avait parlé de l'alacrité, du président Abdelaziz Bouteflika. Donc moi je peux pas oublier avec l'image. Il y avait lui, il y avait l'Italien qui est venu aussi pour dire que pour que à la fin de la réunion ils se mettent à dire n'importe quoi et nous mentir et dire que le président est lucide, etc. Il nous a donné quelques informations sur ce qui va, ce qui ne va pas dans le monde. Bon, okay. Vous avez donc compris que les présidents chez nous s'appuient plutôt sur l'extérieur pour essayer de se donner une image et pour justement consolider leur position à la tête du pays que de s'appuyer sur le peuple. Et je vous rappelle aussi que M. Tebboune, la dernière fois, lors de la dernière conférence de presse, il avait clairement dit que Rakiz al-Oula, c'est le Jish, c'est l'Askaria. Donc, là, plus que cela, dans toutes les démocraties, le principal pilier sur lequel le président s'appuie, c'est le peuple. Chez nous, c'est pas ça. Ou bien c'est l'institution militaire, ou bien c'est l'extérieur. Donc, et parfois c'est les deux. Je suppose que dans la situation actuelle, c'est plutôt les deux. Et ce qui fait qu'il ne faut pas s'étonner de l'approche qu'a le chef de l'État. Je pense qu'on verra dans quelques temps aussi quelques actions dans ce sens à l'international pour dire que nous avons une direction à la tête du pays, que tout va bien. Tout cela pour essayer de se redorer l'image, mais tout le monde a compris, et à l'intérieur comme à l'extérieur, que rien ne va et que tous les scandales qui ont traversé le pays depuis quelques années, les 2 dernières années, ont démontré clairement que ce régime est complètement pourri. Il a parrainé, il a orchestré, il a diligenté, il a mené, il a tout fait, il a parrainé la corruption, il a mis en place tout un système de corruption et de corrupteurs. Et je pense que l'image salie par ce pouvoir ne peut être redorée par ce même pouvoir. C'est pour cela que le peuple qui sort, Maraoch Khafafi, je ne sais pas comment il nous traite, c'est un peuple qui est très conscient. Il est sorti pour essayer de changer le régime, pour redorer l'image de l'Algérie, pour rendre l'Algérie fréquentable, parce que l'Algérie de 2021 est infréquentable, que ce soit à l'international. Et en plus de cela, cette image ne permet pas une évolution, il n'y a aucun développement possible, parce qu'on ne peut pas travailler avec un régime qui n'est pas fréquentable. Très bien. Je pense qu'on a été rejoint par Khaled Drarni, journaliste qui nous a rejoint depuis Alger. Après, je vais donner la parole à Dr Abdelhak Sarraf. Khaled Drarni, merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bi. Merci à vous. Khaled Drarni, comment peut-on qualifier les violences qu'ont subies les journalistes ce dernier vendredi? C'est une première. Et surtout que vous étiez bien sûr victime de ce régime d'emprisonnement. Vous avez passé plusieurs mois en prison et le peuple scandait votre nom, la preuve que le peuple était pacifique et défend le travail du journaliste indépendant. Khaldran. Ces violences contre les journalistes sont intolérables. Elles ne doivent pas avoir lieu, elles ne doivent pas continuer et personne ne doit se taire face à ce genre de violence. Quelle que soit l'origine de ces violences. Le journaliste est là pour faire son travail de manière crédible, honnête, sérieuse. Ce sont des journalistes qui ont rejoint le Hirak depuis le premier jour. Les journalistes qu'on a attaqués, ce sont les journalistes du Hirak. Il ne faut pas avoir peur de dire les journalistes du Hirak. Ils n'ont jamais tourné le dos au Hirak, ils l'ont couvert depuis le premier jour, ils ont pris des risques. Ils ont eu souvent des problèmes avec les services de sécurité. Il est donc intolérable qu'on les agresse. Cela ne veut pas dire que je suis en train de dire agresser les autres. Pas du tout. Pas du tout. Je trouve qu'il faut protéger tous les journalistes, quelle que soit leur orientation politique, quels que soient leurs principes et leurs convictions. Moi, je l'ai souvent dit, je suis solidaire avec tous mes confrères, même avec ceux qui ne m'ont pas soutenu. Parce que moi, je suis solidaire avec cette profession de journaliste. Nous devons exercer notre métier en toute liberté, en toute indépendance et en toute protection. Mais c'est vrai que les Algériens
ont su, si on peut dire, faire la différence entre les journalistes qui essayaient de faire leur travail comme il faut et les journalistes qui essayaient un peu de, si on peut dire, de cacher la vérité. Mais il n'y a eu jamais de violence. Ça a été toujours une approche très pacifique. Est-ce que vous pensez, qui c'est qui profite donc de cette violence? On dit souvent, qui c'est qui profite de ce crime? Avant de répondre à cette question, je voudrais juste dire que moi, je condamne toutes les violences, toutes les formes de violence contre tous les journalistes, quels que soient les organes dans lesquels ils travaillent. Que ce soit les médias électroniques qui ont couvert le Hirak, que ce soit les chaînes de télé privées qui n'ont pas couvert le Hirak ou qui le couvrent de temps à autre. Je condamne toutes les violences contre les journalistes. Nous devons les respecter, respecter leurs différences, respecter leur point de vue qui est différent des nôtres, mais la liberté de la presse en Algérie doit être une ligne rouge. Qui profite du crime? Moi, je suis vraiment solidaire de mon collègue de France 24, ce jeune caméraman qui était sur le terrain pour faire son travail de caméraman et de journaliste. Alors, d'un côté, vous avez des gens qui viennent le frapper, et de l'autre, vous avez le ministre de la Communication qui le tense, qui l'a convoqué. Qui le tense pour avoir fait son travail de journaliste. Quel journalisme voulez-vous qu'on pratique aujourd'hui? Le journalisme qui vous arrange? Le journalisme qui maquille la vérité? Vous voulez qu'on pratique le journalisme qui fait parler une partie seulement et pas l'autre? Eh bien, vous n'avez pas compris ce qu'est le journalisme. Le journalisme, c'est relater les faits tels qu'ils sont, c'est relater la vérité, celle qu'on voit. Le journalisme, c'est pas maquiller les faits, c'est pas arranger ceci ou cela, ce n'est pas travailler par intérêt, c'est ça le journalisme. Il faut que ces gens-là comprennent ce qu'est le journalisme indépendant. Il n'y a pas de journalisme sélectif, il n'y a pas le journalisme qui vous arrange, c'est le journalisme qui arrange la vérité. Très bien. Les contradictions qu'on est en train de voir et que vous avez aussi évoquées, Khaled Drarni, quand on voit que M. Abdelmajid Tebboune a choisi France 24 à la veille du jour de l'indépendance, le 4 juillet, pour donner une interview. Et là, on se pose la question, pourquoi? Donc, le journaliste de France 24 a été convoqué par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Est-ce que vous pensez que le régime algérien ou le pouvoir algérien se soucie tant de son image à l'extérieur? Moi, je pense que, vous savez, il y a un grand problème du travail de correspondant en Algérie. C'est vraiment un problème. Il y a un problème général de journalistes. Nous, journalistes indépendants, nous travaillons difficilement. Ça, c'est clair. Mais le correspondant, encore plus, c'est un problème. Cette accréditation est une épée de Damoclès. Alors, elle dure 1 an, elle expire le 31 décembre, on vous la renouvelle en mars, en fin avril. Ça veut dire que ceux qui ont l'accréditation travaillent légalement, entre guillemets, 6 mois par an, parce que on fait tout pour tarder à leur donner l'accréditation. On leur fait du chantage. Et ce chantage, il n'est pas né d'aujourd'hui avec l'actuel ministère, bien au contraire. Ce chantage à l'accréditation, il date de plusieurs années. Les correspondants de chaînes étrangères, on leur dit attention, si vous faites un live, on vous enlève l'accréditation. Attention, si vous filmez les slogans qu'il ne faut pas filmer, on vous retire l'accréditation. Il faut remettre en cause totalement le travail de correspondants. Laisser les correspondants travailler librement, de manière légale évidemment, mais librement. Il faut les laisser travailler, les laisser filmer sur le terrain, aller dans toutes les autres villes du pays, parce que ce sont des journalistes comme nous aussi. Qu'est-ce qui dérange donc le régime, d'après vous, Khaled Drarni? Qu'est-ce qui dérange le régime Ce qui dérange, c'est filmer les manifestations, ça dérange. Filmer ces marées humaines, ça dérange. Filmer les slogans hostiles au gouvernement, ça dérange. Alors que, normalement, ils devraient en être fiers. Il faut que tout le monde soit fier de ces marées humaines pacifiques. Nous sommes un des rares pays au monde où des milliers de gens marchent dans la même rue sans rien casser, en préservant l'ordre public. Ceci est une fierté. Ces manifestations devraient en être fiers de ce peuple courageux, de ce peuple qui sort comme un seul homme, comme une seule femme, dans ses différences politiques, idéologiques, mais il sort pour une Algérie libre et démocratique. Très bien. Est-ce que vous pensez que
que les dernières déclarations de la responsable du Bureau des droits de l'homme à l'ONU, qui a qualifié le Hirak d'un mouvement démocratique, si on peut dire, a fait paniquer le régime en Algérie. Oui, bien sûr, les rapports des ONG sont toujours rejetés lorsqu'ils sont négatifs. Si demain, cette rapporteuse avait fait un rapport positif, eh bien, je vous assure qu'il aurait fait la une du journal de 20 heures de l'ENTV. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Il faut prendre en considération ces rapports, d'abord parce qu'ils sont sérieux, que l'on veuille ou pas. Ce sont des rapports sérieux qui sont faits sur la base de faits réels. Au lieu de critiquer les rapports, il faut aller voir l'origine de ces rapports. Il faut aller voir la source du mal, la source des problèmes et faire en sorte que l'Algérie devienne, oui, progressivement un État démocratique où on respecte les droits de l'homme, où on respecte les libertés individuelles. Ne nous parlez pas des libertés naturelles, le droit de manger, de dormir, d'avoir un logement et d'être soigné. Ça, ce sont des libertés naturelles. On parle des libertés politiques qui sont absolument nécessaires aujourd'hui. La liberté d'expression, la liberté d'opinion et la liberté de la presse. On ne peut pas bâtir un État moderne et démocratique sans respecter les libertés. Très bien. Khaled Drani, j'aimerais juste avoir votre analyse par rapport à ce que vous allez écouter. Je vais vous faire écouter donc comment ça a été reporté par l'ENTV, la télévision donc nationale. Et là, il parle de France 24. On écoute et je reviens. كشفت وزارة الاتصال في بيان لها اليوم عن توجيه انذار أخير لقناة التلفزيون الفرنسية فرانس 24 قبل السحب النهائي للاعتماد بسبب تحيز صارخ في تغطيتها لمسيرات الجمعة من خلال الذهاب دون رادع لاستعمال صور من الأرشيف لمساعدة البقايا المناهضة للوطنية المشكلة من منظمات رجعية أو انفصالية ذات امتدادات دولية. أوضح المصدر أن وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بالحيمر قد استدعى مكتب فرانس 24 المعتمد بالجزائر لتحذيره مما يبدو أنه نشاط تخريبي يتجلى في ممارسات غير مهنية معادية لبلاده. Khaled Drani, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Vous avez écouté donc comment ça a été reporté. Oui. Je vous en prie. J'ai subi le journal de 20 heures de l'ENTV pendant 11 mois en prison et là vous m'avez replongé dans ces souvenirs parce que moi je ne regarde jamais ce journal. Désolé. Non, vous êtes pardonné. Comme certainement la majorité écrasante des Algériens qui ne regardent pas cette chaîne, mais c'est pas la faute de l'ENTV. Le journaliste vient de lire un communiqué, c'est pas de sa faute. Donc c'est le communiqué qui est problématique, c'est pas l'ENTV. Et c'est un communiqué qui nous ramène 30 ans en arrière. Je suis triste, je suis vraiment triste quand je vois qu'en 2021, on fait encore des communiqués pareils, qu'on accuse toujours les voisins, les ONG, les organisations, les associations. C'est vraiment triste et affligeant. Je vous ai dit, ce Hirak est une fierté. Ce Hirak a été qualifié d'ailleurs de béni, il me semble, par le président. Pourquoi alors on veut cacher les images du Hirak béni? On devrait en être fier. En tous les cas, moi, j'en suis fier. Et chaque Algérien doit être fier de ce mouvement démocratique, populaire et pacifique. Merci beaucoup, Khaled Drani, d'être avec nous. Khaled Drani, journaliste qui était avec nous depuis Alger. Merci à vous. Dr Abdelhak Sarrab, je vous donne la parole. Pourquoi le régime se soucie tant de son image à l'extérieur? Est-ce que vous pensez parce qu'il n'a pas de légitimité à l'intérieur, parce qu'il est en déphasage des aspirations du peuple algérien, il cherche une légitimité à l'extérieur? Qu'est-ce que vous en pensez, docteur Abdelhak Sarrab? Si vous permettez, M. Joudi, j'aimerais bien revenir à l'expression fitna, la discorde. Ce terme qui a été utilisé par M. Belhimar il y a quelques jours a été utilisé par l'armée des frontières en 1962 quand ils ont interdit la politique et empêché les Algériens de faire de la politique. Ils ont dit on vous interdit la politique parce que s'il y a un échange entre Algériens, s'il y a une vie politique, il va y avoir des malentendus et on risque d'aller vers la fitna. C'est au nom de la fitna qu'ils utilisent aujourd'hui comme expression de communication dans le cadre de l'Algérie moderne, dans le cadre de cette fitna, qu'ils ont interdit la politique à un peuple qui a vécu 30 ans avant le Haraka al-Wataniya,
le mouvement national initié dans les années 20 du siècle passé, les Algériens qui ont acquis une conscience politique pendant 30 années, menée par les trois tendances historiques du mouvement national, les nationalistes de Massali El-Haj, les sociodémocrates de Farhat Abbas et les conservateurs de Ben Badis ont mené un travail énorme pour que les Algériens acquièrent enfin, en 30 ans, une conscience politique. L'armée des frontières, elle arrive, elle jette tout à l'eau et elle remet les Algériens 30 ans en arrière en leur interdisant la politique au nom de la fitna. Et aujourd'hui, on utilise le même terme dans le cadre de soi-disant l'Algérie nouvelle. Il n'y a rien de nouveau. On est en 62. On est en 62 qui devrait être la date de l'indépendance, et ça a toujours une rupture avec le mouvement national. C'est ça ce qui est malheureux. Il va falloir reprendre. Le Hirak, c'est un retour au mouvement national. Moi, quand je sors, je vois des Farhat Abbas, je vois des Ben Badis, je vois des Massali El-Haj en train de se battre, je vois le docteur Ben Jelloul, je vois Karim Belkacem, je vois plein de jeunes qui me rappellent ces personnalités historiques. Nous sommes dans un mouvement national qui a pour objectif de bâtir un État, et il va falloir qu'on bâtisse cet État. Maintenant, pourquoi le régime se soucie de son image extérieure? Le régime, Monsieur Joudi, a une nature, c'est une nature négationniste de la politique. Le régime ne fait de la politique que pour interdire la politique. Le peuple, l'élite, tout ça, ça n'a pas de sens pour lui. Le régime veut se maintenir et il veut qu'il y ait des soutiens à l'extérieur. Il veut vendre une image agréable et fréquentable à l'étranger. Le reste, le peuple algérien, qu'il soit malheureux, qu'il soit pas malheureux, qu'un pays riche soit aussi pauvre, ça ne l'intéresse pas. Le pays n'est pas dirigé, il n'est pas géré. On se bat depuis 62 pour 30 milliards de dollars. Je vous assure, Monsieur Joudi, qu'on a des capacités dans un premier temps. Si on bâtit un État, dans 10-15 ans, on va se retrouver avec des revenus de 300 milliards de dollars. Et dans 15-20 ans, et même un peu vers la 20e année, on peut aller à des revenus de 3 000 milliards de dollars. Le pays est si riche et il se retrouve dans une grande faillite parce qu'il y a une minorité de gens qui empêchent que ce pays se dote d'un État. Très bien. Restez avec nous, docteur Abdelhak Sarrab. Vous êtes en train de dire que le pays est si riche, mais malheureusement se retrouve dans un état très difficile. Et là, je vais poser la question à Smaïl Almas. Smaïl Almas, si on revient un peu sur votre domaine aussi, donc l'économie, l'Algérie est touchée par une crise économique sans précédent, si on peut dire. Manque de liquidité, pénurie du lait en sachet, pénurie de pâtes, de l'huile. Et le régime nous dit tout va bien, Madame la Marquise. Yani, où est-ce qu'on c'est Ismaël? Vous savez, pour revenir à ce qui a été dit par notre ami Dr Sarrab, et je l'ai souvent dit d'ailleurs depuis notamment le début du Hirak, de la Révolution, c'est que si vous saviez l'importance de l'image de l'Algérie et l'image du peuple algérien depuis la Révolution, comment qu'elle a changé, comment qu'elle est positive. J'ai dit qu'elle était tellement positive au point où on pourrait capitaliser cette image et en faire une richesse extraordinaire pour le pays. L'image de l'Algérie est belle. L'image de l'Algérie, du peuple algérien depuis la Révolution de février est magnifique. On a réussi à attirer l'attention de beaucoup de pays dans le monde. On a gagné le respect de beaucoup de pays. On a gagné le respect de beaucoup de puissances en plus. Donc, ce qui fait que si on va jusqu'au bout de cette révolution, on pourrait éventuellement exploiter l'image, le capital image et le capital estime qui serait très très bénéfique dans le business et dans le développement futur de notre pays. C'est juste pour apporter de l'eau à votre moulin, si on peut dire. Surtout qu'on était la risée du monde, si on peut dire, pendant les années Bouteflika. Je me rappelle, il y avait beaucoup d'émissions où vraiment ils se moquaient de nous. Mais on nous traitait de terroristes, on nous traitait de violents.
Ils appelaient la société algérienne comme étant une société très violente, très agressive, etc. Ce qui a fait que le Hirak a changé complètement l'image de l'Algérien, du citoyen algérien à travers le monde. Ce qui fait que le pouvoir, le système, si le pouvoir, le régime aimait un peu, qu'il avait un peu d'amour pour ce pays-là, il devrait partir et laisser cette révolution aboutir et donner la possibilité, grâce à cette révolution, à une nouvelle élite pour prendre le relais, pour prendre la direction de ce pays, pour construire le pays, pour bâtir cette Algérie avec le capitalisme dont nous disposons. Au lieu de faire ça, on essaie de casser le capitalisme, on essaie de casser de la révolution, on nous traite de tous les noms, Mouchaouidin, ou la Khafafish, je ne sais pas quoi. Des fois, je suis triste. Qui va nous traiter, c'est une institution qui est censée nous protéger, nous maltraiter. C'est une institution qui est issue du peuple. Non, le peuple est sorti pour construire un état de droit. Le peuple est sorti parce qu'il y a trop de tyrannie dans ce pays, il y a trop de corruption. Et c'est un régime dictatorial qui doit disparaître. On ne doit pas, vous savez, si les mots devaient être pris au pied de la lettre, normalement, elle devrait être plus attachée au principe de la démocratie que le Royaume-Uni. La République démocratique de la Corée du Nord. Si on voit la République démocratique, donc, arrêtons avec les mots, arrêtons avec le mensonge, arrêtons avec le tchaoui dada. Pensons un peu à l'avenir de l'Algérie et à l'avenir de nos enfants. Il est possible de corriger tout cela. Il est possible de se mettre autour d'une table pour négocier le départ de ce régime de façon organisée, etc., sans qu'il y ait de vide, sans qu'il y ait de rupture, sans qu'il y ait de casse, sans qu'il y ait d'agression, etc. Doucement, on peut y aller vers une transition pacifique, on peut se mettre d'accord sur pas mal de choses pour sauver l'Algérie. Le régime, il est dangereux pour l'avenir de l'Algérie. Je l'ai souvent dit. Contre le dénominateur commun entre le régime algérien, syrien, nord-coréen, etc., c'est la nature dictatoriale de ce régime. Ou la fin de ces régimes, la fin est connue. C'est la destruction des pays. On veut éviter cela, on veut éviter que cela nous arrive. Donc, on est sorti pour protéger l'Algérie. Le rapport onusien, il y a rapport onusien parce qu'il y a eu dépassement des services de sécurité. S'il n'y avait pas de dépassement, il n'y aurait pas eu de rapport onusien, etc., dans les droits de l'homme. Donc, moi je dis et on peut régler le problème entre Algériens. Moi, je suis contre toute ingérence étrangère. On peut régler le problème entre Algériens, mais que ce régime nous écoute. J'ai jamais vu un régime avec des millions d'Algériens qui sortent tout le temps depuis Chal. Il n'y a aucune attention, on ne nous écoute pas, on ne prend pas ça au sérieux. Comme si que le pays a été nationalisé. Jama'a a pris le pouvoir. C'est leur pays, ils font ce qu'ils veulent de nous. On ne peut pas cela, on ne peut pas accepter cela. Je crois que le peuple a compris, il est déterminé à aller jusqu'au bout pour justement pour aller vers la construction d'un état de droit, pour aller vers une direction légitime, crédible, qui sera appelée à répondre aux besoins de développement de nos citoyens. Restez avec nous, Smaïl Almas. Je vais donner la parole à Abdelhak Sarrab. Abdelhak Sarrab, pour revenir sur aussi cette image, et c'est vrai que le Hirak, quand il est venu, il a changé l'image de l'Algérie. Et le Hirak, il est venu avec l'idée de sauver aussi l'Algérie, tellement qu'il était soucieux de voir l'Algérie, si on peut dire, était en train de disparaître. Est-ce que vous pensez que maintenant, le régime est en panique, qui est en panne de solutions, en panne d'hommes, si on peut dire, et de projets? Monsieur Joudi, il y a un malentendu historique en Algérie. Quand vous définissez la sécurité,
comme vous soulevez la question de la sécurité devant un intellectuel ou un homme politique. La sécurité pour un intellectuel algérien ou un homme politique, c'est une sécurité du savoir, c'est une sécurité sanitaire, c'est une sécurité alimentaire. Quand vous soulevez la même question devant un militaire, il vous dit que c'est une sécurité policière et militaire. Quand vous soulevez la question du mouvement national et vous dites les pères fondateurs du mouvement national, pour un militaire, c'est l'organisation spéciale, c'est l'OS, née en 1947. Logiquement, et pour un intellectuel, pour un homme politique, les pères du mouvement national, ce sont les pères qui ont initié le mouvement national durant les années 20 du siècle passé. Les militaires en Algérie sont en retard de plus de 20 ans. Ils ont une conception des pères fondateurs qui est complètement différente des réalités algériennes. Pour eux, les pères fondateurs sont nés en 1947, quand les gens ont pris des armes, quand l'MTLD a créé son aile militaire. Et pour eux, quand on veut soulever la question sécuritaire des routes, pour eux, pour régler le problème sécuritaire des routes, il faut mettre des barrages de gendarmerie et de policiers. Or, il faut juste élargir les routes et en faire des doubles voies. Pourquoi des barrages ? C'est une option sécuritaire. Donc nous vivons depuis 62 dans un malentendu historique qui bloque tout un pays. Et pourquoi ? Parce que c'est simple, la nature d'un militaire, c'est de défendre les frontières. Quand le militaire se met à faire de la politique, on arrive à ce genre de conception sécuritaire qui bloque tout. Je vous donne un autre exemple. Dans un ministère X, normalement, vous nommez un ministre qui est capable de gérer ce ministère, un ministère de l'économie par exemple. Et il y a un officier supérieur qui est supposé assurer la sécurité du ministère. Comme si ce ministère allait faire la guerre. Or, c'est un ministère qui a pour objectif de diriger l'économie algérienne. Cet officier de la sécurité, il siège durant les réunions du ministère. Il est supposé sécuriser le ministère. Et avec le temps, et puisqu'il fait des rapports tous les jours au sujet du ministère et au sujet du ministre, le ministre, avec le temps, il cède ses prérogatives à cet officier qui exerce des pressions sur lui, et le véritable ministre devient l'officier de la sécurité. Et par conséquent, et puisqu'il n'a jamais été formé ni en économie ni en gestion, et que c'est un officier de la sécurité, qu'est-ce qu'il fait ? Il se met à gérer un ministère auquel il n'est pas destiné, et il finit par le bloquer. Et tous les ministères du pays sont bloqués, toutes les préfectures sont bloquées, toutes les daïras sont bloquées, et nous sommes dans un 6 depuis 62. À cause de cette conception sécuritaire de tout, des ministères, des daïras, des wilayas. Et il va falloir qu'on change. Où est-ce qu'on va ? Parce que ce pays, il est le nôtre, mais il est aussi le leur. C'est le pays de nos enfants et leurs enfants. Si on fonce vers le mur, on va tous se casser la gueule. Nous, nos enfants, et eux et leurs enfants. Et il va falloir qu'on arrête. La conception sécuritaire de la gestion de l'Algérie nous a conduit vers une faillite. Et il va falloir qu'on arrête. Très bien. Restez avec nous, docteur Abdelhak Sarraf. On a été rejoint par notre frère Houssine Djidel, anthropologue et analyste politique. Merci d'avoir accepté l'invitation et on s'excuse pour le malentendu. Marhaba bik. Merci pour l'invitation et toute salutation hiérarchiste, révolutionnaire à tous les hommes libres et les femmes libres d'Algérie. Merci, Sir Houssine. Sir Houssine, si on revient un peu, bien sûr, sur les dernières violences qu'on a vues un peu dans ce vendredi dernier contre les journalistes, mais aussi contre des familles, des enfants, des vieillards. C'était des images très choquantes, mais aussi la convocation de France 24, le bureau de France 24 par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Amar Belhimar, qui remet à l'ordre, si on peut dire, ou donne un avertissement sur les activités de la chaîne. Qu'est-ce que vous en pensez, Sir Houssine ? Écoutez, Nasser, il faut différencier pour moi, à mon avis, la violence exercée sur les enfants, sur les vieillards et sur les femmes et le reste des Algériens, de cette convocation, entre guillemets,
convocation de France 24, de mise en garde de France 24. De toute façon, dans les deux cas, le régime s'enfonce dans la médiocrité, dans le non-sens. On ne peut pas, par ces mises en garde et par cette répression, arrêter une révolution qui a débuté il y a plus de 2 ans, premièrement. Deuxièmement, la seule réponse de ce régime, la seule réponse politique de ce régime, c'est la violence. C'est d'avertir les autres, c'est essayer de discréditer les autres et de faire taire les autres. Mais vous ne pouvez pas faire taire le peuple algérien. Vous pouvez trouver des arrangements avec la France qui vous soutient, avec France 24 qui vous a toujours soutenu depuis 2019, notant que France 24, qui dépendait du ministère des Affaires étrangères, a été toujours aux côtés du régime algérien jusqu'à aujourd'hui. Et le fait qu'un média étranger relate ce que le peuple fait, ce que le peuple subit comme répression, mais ce que le peuple donne comme leçon de civilisation et de mobilisation, qui les dérange. Mais sachez que tout ce que les Algériens publient sur les réseaux sociaux est repris par les médias internationaux. Je ne comprends pas ce régime qui vient juste d'être condamné par les Nations Unies pour la répression et voire même pour les crimes des années 90. Et qui a qualifié, qui a qualifié aussi le mouvement Al-Hirak d'un mouvement démocratique. Exact. L'ONU dans son dernier avis rendu contre le pouvoir algérien, il a donné la carte claire et nette au Hirak, un mouvement pro-démocratique du Hirak. C'est-à-dire tout ce que le régime militaire algérien peut attribuer à ce Hirak ne sera pas accepté ni compris par les peuples du monde. Parce que le peuple algérien, durant 2 ans, a donné la leçon de civilité, la leçon démocratique. Le Hirakini, ni islamiste, ni laïciste, ni berbériste, il est le mouvement démocratique du peuple algérien. Ça veut dire la légitimité elle est aux côtés du peuple algérien, puisque le mouvement il est démocratique et il est le mouvement du peuple. Donc ce régime qui n'a que la répression et la violation des droits de l'homme comme expression politique n'a jamais de légitimité, il n'a jamais eu. Donc par cette décision, il est dénué de toute légitimité. Et cette logique de répression contre tout le monde, tous, celui qui nous critique, celui qui essaye même pas de relater la vérité, ou une partie de la vérité, comme elle a essayé de le faire France 24, par certaines images, pour ce régime qui a perdu les pédales, qui a perdu le contrôle sur toute la situation en Algérie, il trouve que ça est un acte d'hostilité. Pourquoi? Parce que le mukhabarat al-irhabiya ou le mafia al-askariya, elle a perdu le contrôle de tout. Elle ne sait pas quoi faire avec ce peuple qui a réussi à imposer sa légitimité, à imposer le changement pacifique et à demander à ce régime militaire de partir parce que le régime militaire algérien se trouve aujourd'hui dénué et devant le monde entier. Il n'a pas de légitimité, il n'a pas de projet, il n'a pas de discours, il n'a pas de personnel politique. Et en plus de ça, il ne respecte aucune règle. La seule réponse à ce régime militaire, c'est la violence. C'est pour cela que nous l'avons toujours dit que les militaires, ils ne savent que tuer, massacrer, voler, violer et faire réprimer les gens. Ils n'ont pas de réponse politique, ils n'ont pas de projet politique. Très bien. Vous avez parlé de l'armée, le pouvoir de l'armée. Et là, je vous pose la question par rapport au dernier édito d'El Jaish qui parle bien sûr d'œuvrer avec dévouement à la loyauté au service de la patrie, par fidélité au serment fait aux Chouhada, afin que l'Algérie demeure en permanence sûre, stable, forte et grande. Mais aussi, il qualifie ceux qui essayent
de déstabiliser l'Algérie, d'après ces mots, des hyènes, de la fitna des professionnels du mensonge, de la désinformation. Qu'est-ce que vous en pensez de ces qualificatifs, Hussein Jid? Dalassar, ce régime ne reconnaît pas le peuple algérien. Il ne reconnaît pas le citoyen algérien. Ils ont toujours utilisé des mots qui vont à l'encontre de la dignité humaine. Dans leurs discussions, ils qualifient les Algériens je ne peux pas les dire. Bon, le ministre l'ancien ministre de l'Intérieur, il l'a dit. Il nous a traités tous d'homo, de khawana. Bon, ce régime, ça fait 60 ans presque 60 ans qu'il nous raconte qu'il y a un danger extérieur. Il y a des gens qui veulent déstabiliser l'Algérie. Mais qui veut déstabiliser l'Algérie? Dites-nous qui. Mais qui veut? Quelle est la nation qui veut déstabiliser l'Algérie? Mettez-nous, donnez-nous des noms. Ils ne peuvent pas. Ceux qui veulent déstabiliser l'Algérie maintenant, qui veulent jeter l'Algérie dans la ruine, dans l'inconnu, c'est bien ces généraux. Comme il a dit Hamrouche, ces généraux, ils sont dangereux pour l'Algérie et pour l'armée elle-même. L'armée autant que composée des fils de peuple. Ces gens-là, ce sont eux la source du danger. Ils ont mené le pays vers le blocage, vers l'inconnu. Ils ont délapidé, ils ont tué, ils ont massacré, ils ont tout fait pour rester au pouvoir. Mais c'est Hussein Jid. Il y a aussi de l'autre côté qui disent que ceux qui attaquent l'armée, c'est eux qui veulent déstabiliser l'Algérie, c'est eux qui veulent le chaos en Algérie, c'est eux qui sont l'ennemi de l'Algérie. Qu'est-ce que vous avez à dire? L'ennemi de l'Algérie, c'est eux-mêmes. On n'attaque pas l'armée algérienne. C'est quoi l'armée algérienne? Est-ce que l'armée algérienne, c'est les 50 généraux qui dirigent l'Algérie, représentés par 4 généraux? Est-ce que c'est ça l'armée algérienne? Si c'est ça l'armée algérienne, on dit on attaque cette armée. Mais nous, on sait que l'armée, ce sont les fils du peuple. Et ces 50 généraux, ce sont la mafia militaire qui a la même mise sur l'Algérie. Et ce n'est pas les fils de peuple qui ont dilapidé les deniers publics. Ce n'est pas les fils de peuple qui ont laissé l'Algérie sans aucune construction valable, digne de l'Algérie. Il n'y a ni hôpital, ni université. Ce n'est pas les fils de l'Algérie qui ont réduit l'Algérie à un pays spectateur, alors que tout se fait contre l'Algérie, tout se fait sans l'Algérie, dans la région, dans le monde, nous ne sommes plus présents. C'est pas ces militaires. C'est ces militaires qui ont humilié les Algériens durant plus de 20 ans. Plus que de 20 ans, ils ont humilié l'Algérie. Jour et nuit, protéger un régime qui humiliait l'Algérie. Donc, le peuple veut le départ de cette mafia et il va construire une armée algérienne véritablement populaire. Ça veut dire issue du peuple, mais elle est au service du peuple et sous le contrôle du peuple. Pas une armée qui est contre le peuple, qui réprime le peuple, qui tue le peuple, qui viole les fils de peuple, qui vole les deniers du peuple, qui humilie l'Algérie et le peuple algérien. Voilà les gens sont le véritable danger. Le véritable danger, c'est ce régime militaire qui n'a aucune vision, qui n'a aucun projet que réprimer. Mais Hussein Jid, vous êtes en train de dire que ce régime militaire ou le régime ou le pouvoir n'a aucune vision. Lui qui a donc a pris des initiatives, qui dit le président Abdelmadjid Tebboune qui est en train de dire qu'on va organiser des élections législatives et il a dissous l'Assemblée nationale. Il est en train de parler de l'Algérie nouvelle. Même la revue El Djedj parle donc de cette Algérie nouvelle qu'il n'y aura aucun obstacle à la marche de la nouvelle Algérie. Donc le régime, il dit qu'on est en train de construire cette nouvelle Algérie et vous êtes en train de dire que le peuple est venu pour sauver l'Algérie. Écoutez, cette Algérie qui veulent la construire, on l'a vu, elle est pire que l'Algérie de Bouteflika, l'Algérie de Gaïd Saleh. Elle est pire. Encore,
la répression, encore la médiocrité. On peut pas, Tebboune qui n'a aucune légitimité ne peut pas être un fondateur d'une nouvelle Algérie. Le régime militaire qui a échoué pendant 59 ans, qui a dilapidé toute la richesse de l'Algérie, qui n'a aucune vision, aucun personnel politique, ce régime qui n'a même pas pu mobiliser sa clientèle au 1er novembre pour une deuxième mascarade électorale, ce régime ne peut pas construire quelque chose. Et en plus de ça, on ne peut pas construire quelque chose contre la volonté du peuple. Cette Algérie appartient aux Algériens, n'appartient pas aux généraux. Si le détenteur de la souveraineté vous dit, monsieur, moi le détenteur de la souveraineté, vous n'avez qu'à quitter les lieux. C'est moi le patron de cette Algérie. C'est ce peuple. Cette Algérie appartient au peuple, n'appartient pas aux généraux, premièrement. Deuxièmement, quand il parle des élections et tout ça, est-ce qu'il est logique qu'on peut faire des élections alors qu'il y a des millions de dollars qui demandent votre départ? Vous êtes illégitime. Vous n'avez aucune vision. Vous êtes rejeté par le peuple, totalement rejeté par le peuple pendant plus de 2 ans. Et vous dites, et vous êtes un squatteur du pouvoir, ça veut dire que vous êtes illégitime. Et vous dites non, écoutez, venez, on va parler, moi je suis là, vous devez accepter cette réalité, on va faire quelque chose. Mais même si Tebboune avait une légitimité, quand le peuple saute dans les rues et dit que vous dégagez, vous devez dégager. Parce que c'est le peuple qui détient la souveraineté. Il la donne à celui qui veut, il la retire quand il veut. Et maintenant, c'est Tebboune qui n'a jamais eu de légitimité. De quel droit il se maintient au pouvoir avec ses généraux, comme étant une façade civile pour les généraux. Donc, ils n'ont aucune solution que de partir. Ils n'ont pas de légitimité, ils n'ont aucune chance de construire quelque chose sans le peuple. Si le peuple, point à la ligne, il l'a dit, ça fait 2 ans. Restez avec nous, Hussein Djidel. Très bien. Très bien, restez avec nous, Hussein Djidel. Si Ismaïl, je reviens à vous. Comment vous voyez la réponse de Hirak face aux contradictions du régime, du pouvoir algérien? D'un côté, le pouvoir, il nous dit qu'il qualifie donc le Hirak de béni, mais aussi il parle que les revendications des Algériens ont été prises en considération, dont ce qu'il appelle, lui, le projet de la nouvelle Algérie. Mais de l'autre côté, toutes ces actions contredisent donc ce qu'il revendique le peuple algérien. Comment vous voyez la réponse de Hirak face à ces contradictions? Avant tout, je tiens à dire que le projet de Tebboune a été rejeté, et notamment le 1er novembre, via le référendum sur la Constitution. Donc, si on voit le projet de Tebboune qui consiste à mettre en place tout ce qui a été mis dans la feuille de route du chef de l'état-major, l'ex-chef d'état-major, qui consistait à mettre en place les élections présidentielles, aller vers un référendum sur la Constitution et aussi passer à l'autre étape qui est les élections à l'Assemblée nationale. Donc, c'est un projet, si on se réfère aux chiffres annoncés par le pouvoir lui-même, il y a eu un refus catégorique de la population concernant le projet à travers les chiffres dans le référendum, dans la non-participation du peuple au référendum. Donc, c'est un signe très fort du rejet de son projet. Maintenant, la réponse de le Hirak, il est déterminé à aller jusqu'au bout. Maintenant, on a compris que des histoires d'élections, les manœuvres au pôle sont faites et lancées pour essayer de se recycler et de maintenir le pouvoir en place. Donc, il sert le pouvoir, il sert les intérêts du pouvoir, il ne sert pas l'intérêt du peuple ni l'intérêt de l'Algérie. Donc, nous, on est déterminés à aller jusqu'au bout, aller jusqu'à la concrétisation de nos objectifs, notamment l'objectif ultime qui consiste à changer le régime pour aller vers l'instauration d'un état de droit avec des élections légitimes, des élections légitimes et la construction d'institutions qui représentent réellement
le peuple. Donc, l'individu algérien veut se hisser au niveau de la citoyenneté. Il faut rappeler que la citoyenneté désigne le statut politique de l'individu. Il faut laisser le citoyen algérien exercer la citoyenneté, qui est une dimension très importante de la démocratie, de la vie démocratique. C'est de cette manière qu'on va pouvoir impliquer le citoyen dans la vie politique du pays dans un avenir proche et dans une scène aussi politique assez saine. Donc, je pense que si on parle d'avenir, il faudrait que ce régime comprenne qu'il ne peut plus continuer. Il faut se déplacer avant qu'il ne soit trop tard. Très bien. Sismaïl, est-ce que vous pensez qu'il y a eu des rumeurs dernièrement, on parle, et cette rumeur dit qu'il y a eu des contacts si on peut dire, avec des personnalités qui étaient du Hirak, pour des contacts bien sûr avec le régime. Est-ce que vous pensez que le Hirak, par sa force, qui dit que personne ne peut représenter, ne peut le représenter politiquement, est-ce que vous pensez que le fait de rester comme ça, unis dans ses revendications, et le fait de ne pas être représenté politiquement est une force pour le Hirak? En tous les cas, ça a marché jusqu'à présent. Je pense que le fait d'avoir une animation horizontale et ne pas avoir de direction verticale du Hirak a permis à ce mouvement de résister jusqu'à présent. Donc, il faut comprendre, il faut se rappeler qu'on entame la 3e année de notre révolution. Et là, le peuple est toujours déterminé à aller jusqu'au bout. Il sort les vendredis, nos étudiants sortent le mardi. Je salue le courage de nos étudiants. Je crois que il y a l'immigration aussi qui fait un travail extraordinaire. Je les salue. Je salue tous les efforts fournis par l'immigration, par la diaspora Tana. Donc tout cela démontre clairement que pour le moment, le Hirak n'a pas besoin vraiment d'être représenté. Sachant que ce n'est pas parce qu'on ne veut pas, mais on sait que si on a une direction à la tête de ce Hirak, il sera très facile et très simple pour le pouvoir de casser le Hirak à travers des manipulations et qu'on connaît en direction des dirigeants dans le mouvement Tana. Donc, je crois que par mesure de protection de ce Hirak, tout le monde a compris qu'il serait plus efficace de continuer sur cette lancée. Mais il n'est pas exclu que demain, s'il y a vraiment une volonté réelle du pouvoir d'aller vers des négociations autour de son départ, là, je pense qu'il sera facile pour le Hirak et pour le Hirak de désigner une équipe pour négocier le départ ou la désigner un remplaçant à Tebboune pour essayer de gérer la période de transition. Donc, je pense que si sur le plan technique, quand on opte pour une solution, quand on parle de diriger ou d'avoir une direction à la tête du Hirak, c'est pour atteindre un objectif. Quel serait l'objectif aujourd'hui d'avoir une direction? Quoi? Premièrement, le pouvoir, si le contre-pouvoir est une réalité, le pouvoir ne va pas vous laisser vous réunir et avoir une direction à la tête de ce Hirak. C'est clair, on n'arrive même pas à sortir normalement les vendredis. Là, il va vous laisser vous organiser et vous réunir et désigner une équipe qui sera à la tête d'un mouvement qui draine des millions d'Algériens. Je pense que le pouvoir ne va pas nous laisser faire. Et deuxièmement, bien sûr, on va mettre une direction pour faire quoi? On pourra pas, je pense qu'il sera très difficile d'avoir une direction qui pourrait avoir l'aval et le quitus de millions d'Algériens. Pour le moment, les choses marchent très bien. Il y a des animateurs qui font un travail extraordinaire. Il y a une direction horizontale qui se fait. Et ça bouge très bien. Je pense qu'on doit laisser les choses avancer. Maintenant, s'il y a vraiment une volonté réelle du pouvoir pour aller vers des négociations autour d'un seul point, ou le point le plus important qui parlerait de leur départ, je pense que là, à ce moment-là, le Hirak, l'intelligence collective va aussi faire ses preuves et nous donner une direction assez représentative qui pourrait assurer le travail. Très bien. Reste avec nous, Sismaïl Lalmas. Abdelhak Sarrab, sur le même volet, donc, est-ce que vous pensez que le Hirak est en bonne voie et que c'est une question de temps
et que la stratégie du Hirak est, si on peut dire, est la meilleure. Le fait de ne pas être représenté par aucun mouvement politique et le fait aussi de rester dans son pacifisme. Le Hirak, si je dis, est un moyen de pression, ce n'est pas une finalité. Il va falloir continuer à presser, mais il va falloir aussi envisager une élite représentative, il va falloir envisager une offre politique. Cette offre politique n'aura d'écho que si le Hirak arrive à inverser l'équilibre des forces. Donc le Hirak, c'est bien, il va falloir qu'il continue à presser, mais l'objectif final, ce n'est pas la pression en elle-même. Toute révolution, qu'elle soit pacifique ou armée, a pour finalité un projet politique. Donc c'est bien qu'on continue à presser, mais il va falloir ne pas commettre les erreurs de 54. Nous avons pressé l'ennemi français pendant 7 ans, et en 62, on s'est retrouvé sans projet. Il va falloir donc profiter de nos expériences. En presse, oui, d'accord. Qu'on continue à presser, oui, d'accord. Mais il va falloir envisager un projet qui nous permet de trouver une alternative. Parce que, comme je l'ai déjà dit, l'objectif, c'est un changement politique. On n'est pas là pour presser pour presser. Le régime, il faut qu'il sache que le peuple et l'élite, qu'elle soit politique ou intellectuelle, ne sont pas ses adversaires. Le peuple doit savoir aussi qu'un État a besoin d'une armée. Il ne faut pas être un martien pour comprendre qu'un État a besoin d'institutions, y compris d'institutions militaires. Donc, quelque part, le peuple a besoin d'une armée. L'armée ne peut pas vivre et gouverner sans la volonté populaire, sans la présence d'une élite. On ne peut pas avancer. Sans une élite, le régime est en train d'avancer sans cerveau et sans yeux. Il avance les yeux fermés. Et c'est grave et c'est même très dangereux. Il va falloir revoir tout ça. Nous pouvons aller vers une sortie de crise pacifique. Je l'ai même moi-même proposé. On peut demander au président de la République, pour des raisons de santé, de démissionner et d'être à la tête d'une phase de transition de courte durée. Certains ont proposé un conseil constitutionnel ou une sortie de crise constitutionnelle dans le cadre d'une constitution faite par une assemblée constituante. Moi, je pense que notre État, on est dans un... juste un petit mot. Notre situation ne nous permet pas de faire une transition comme si on était des Allemands ou des Italiens. Nous sommes des Algériens, nous avons nos particularités algériennes, nous avons notre histoire. Il va falloir qu'on aille vers une transition qui tient compte de nos réalités algériennes. Très bien. Restez avec nous, Dr Abdelhak Sarrab. Houssine Djidel, sur cette question, est-ce que vous pensez que le Hirak est en bonne voie donc, pour essayer donc, de faire le changement qu'il demande, changement politique, changement radical du système, ou il y a aussi des avis, des visions qui pensent qu'il faut qu'il y ait des initiatives politiques. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Houssine Djidel? Ben justement, je rebondis sur cette affaire. Je réponds à notre ami Abdelhak Sarrab. Il lui dit, je ne sais pas d'où il tenait ses vérités. On ne peut pas faire la transition elle est dangereuse, etc. Mais attendez, le peuple, depuis 3 ans, il a donné l'exemple au monde entier de ses capacités de proposition politique et garder la pacificité, le caractère pacifique des millions d'Algériens. Aucun peuple. Houssine Djidel. Houssine Djidel, est-ce qu'il est... je pense qu'on a perdu Houssine Djidel. Si c'est possible, c'est très important pour qu'il continue. On va essayer de revenir très rapidement à Smaïl Almas parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Espérons avoir Houssine Djidel une autre fois. Si Smaïl Almas, est-ce que vous êtes... vous pensez que le Hirak et l'idée de Hirak peut devenir un projet sauveur de notre pays? Écoutez, en tous les cas, il l'a prouvé. Il l'a prouvé par son caractère pacifique. Il a prouvé qu'il était animé de bonnes intentions et qu'il était là déjà en sauveur. Parce que là,
il a corrigé un parcours très dangereux. T'as le régime. Il faut se rappeler dans quelle situation se trouvait l'Algérie avant février 2019 avec le projet de la 5e mandat. Donc le Hirak, ou la révolution AD, a pu corriger quand même certaines choses. Maintenant, quand on parle de projet politique, je crois que le projet, il est là. L'offre, elle est là. L'offre, elle est à travers les slogans, tu as les millions de citoyens qui sortent et qui sont sortis depuis plus de 2 ans. Donc, l'offre, t'as le Hirak, c'est le changement de régime. Donc, le départ des responsables actuels et aller vers une approche différente et aller vers la construction d'un État complètement différent, d'une Algérie nouvelle. Et bien sûr, on ne peut pas parler de projet de société parce qu'il y a des gens qui nous interpellent et qu'il faut avoir un projet de société. Moi, je pense que le projet de société viendrait en deuxième étape. Là, on parle d'abord de première étape qui consiste à mettre en place une équipe qui serait crédible pour diriger et gérer la période de transition. En deuxième étape, quand on ira vers les élections, là, chaque courant, chaque parti va défendre son projet de société et c'est aux citoyens de choisir le projet qui leur convient. Très bien, restez avec nous, Smaïn. Je pense qu'on a de retour. Houssine Djidel, est-ce que vous m'entendez? Oui, Nasser, je vous entends. Très bien, on a été coupé, c'est Houssine. Tfadal, continuez ce que vous étiez en train de dire. Je rejoins sur les deux questions. Moi, je partage pleinement ce que M. Lalmaz vient de dire, c'est que on n'a pas besoin de représentation. On n'a pas besoin. Le Hirak, le moment venu, va dégager ceux qui vont porter son projet et ses revendications. Mais cela, si le pouvoir donne le gage et les preuves de sa bonne foi de remettre les clés au peuple. Et avant ça, avant cette étape, on peut tester cette volonté de ce pouvoir militaire, c'est qu'il doit réunir les conditions d'apaisement que le Hirak a déjà définies en juillet 2019. C'est-à-dire la libération de tous les détenus politiques, y compris ceux des années 90. L'arrêt court, simple, pire et simple de toute poursuite judiciaire. L'annulation de toutes les décisions judiciaires qui ont été annoncées contre les Hirakistes. Et puis la libéralisation ou la liberté du mouvement du peuple algérien. Et puis aussi lever le blocus sur les moyens de communication, ça veut dire l'information et les médias. Sans ce climat d'apaisement, aucun Algérien ne peut croire à ce que le pouvoir dit. Moi, je l'ai dit à plusieurs reprises dans les manifestations, et notamment ici à Paris, je leur dis, ce pouvoir, même s'il apportera Sayyidina Nouh, alayhi salam, comme porte-parole, le peuple ne va pas le croire. Pourquoi? L'Algérien n'a plus absolument aucune confiance en ses généraux. Aucune. La seule chose que le peuple acceptera, que ce régime remet les clés aux Algériens, et que pour manifester sa bonne volonté, c'est de créer ce climat d'apaisement. En absence de climat d'apaisement et d'annoncer de remettre le pouvoir aux Algériens, le Hirak ne donnera pas de représentants. Il n'a pas besoin, comme il a dit. En plus de ça, il ne me reste pas beaucoup de temps parce que remettre les clés aux Algériens. Beaucoup aussi peuvent dire, ça veut dire quoi? Wesh معناتها يعني راهي الدار هذه. Ça veut dire quoi? Très rapidement. Ça veut dire que les militaires ils décident. Oui, nous avons entendu le peuple. On va libérer. Ils vont prendre des décisions. Ils vont libérer les détenus. Ils vont lever le blocus sur le mouvement des Algériens. Ils vont libérer, etc. Ils disent maintenant on doit y aller en négociation. Ils peuvent. Et là, on pourrait dire peut-être que cette fois-ci ils veulent vraiment régler ce problème. À ce moment-là, on va leur dire, écoutez, le peuple a décidé votre départ, vous devez rentrer dans vos casernes, vous ne mêlez plus de la politique, et c'est le peuple algérien qui va choisir sa constitution, et son modèle, et son État. Il est capable, il l'a dit, il l'a présenté dans son discours politique, il a suffisamment de cadres pour le faire. Les jeunes qui sont là-bas, ils sont formidables, ils peuvent créer
ce que vous ne pouvez pas, ils vont faire ce que vous n'avez pas pu faire depuis 60 ans. Ces jeunes, ils vont le faire. Ils ont donné les gages à tout le monde et au monde entier. Et la preuve, c'est que l'ONU a qualifié ce mouvement de pro-démocratique. Un mouvement de pro-démocratique, ça veut dire qu'il est capable de restaurer la démocratie en Algérie et rendre aux Algériens leur dignité. Merci Houssine Djidali. On est arrivé malheureusement. J'aurais aimé donner la parole à Dr Abdelhak et Ismaïl Almas pour finir, mais on me dit que le temps de l'émission est fini. Merci à vous, Houssine Djidali, anthropologue et analyste politique. Merci à vous, professeur Ismaïl Almas. Je pense que c'est Nasser. Juste pour rebondir en deux mots, pour rebondir à ce que vient de dire mon ami. 10 secondes, docteur Abdelhak, parce que on aura d'autres occasions pour en parler. Oui, je ne suis pas contre la transition. J'ai dit que j'étais contre la constituante pour des raisons qui tiennent compte des réalités algériennes. On a un passé et un présent qui font qu'on a besoin de revenir à la constitution de 89 faite par Chedli Benjid rahimahullah et par Mouloud Hamrouch. Et on aura l'occasion d'expliquer pourquoi. Très bien. Avec ça, docteur Abdelhak, Ismaïl Almas, je vais faire une exception, 10 secondes à vous. Je vais juste apporter mon soutien indéfectible à nos journalistes, à tous les journalistes qui traversent et qui exercent dans des difficultés, dans des conditions très difficiles pour essayer de rapporter le plus objectivement possible la réalité du terrain. Et Et bien sûr, tahiyati li kul ahrar dakhil wa kharij al-watan. Merci à vous et salam alaikum. Merci, alaykoum salam. Merci à vous, Ismaïl Almas, économiste politique. Merci à Dr Abdelhak Sarrab, médecin et militant politique qui était avec nous depuis Paris. Merci à Khaled Drani, journaliste qui était avec nous dans cette émission aussi. Houssine Djidali, anthropologue et analyste politique. Merci d'avoir suivi cette émission. Je vous retrouve dans d'autres émissions, Inch'Allah.